bonsoir à tous, bienvenue sur TYP-TV. Faut pas n'explique à autres, ça TYP. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Nouvelle-Calédonie et de la Kanaki. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like ou à partager pour plus de vidéos. Dès maintenant, nous nous retrouvons pour la Kanaki. La Kanaki, ou Nouvelle-Calédonie, selon que l'on fût indépendantiste ou loyaliste, est un territoire situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à environ 1200 km à l'est de l'Australie. Habité depuis 3000 ans avant Jésus-Christ par les Lapita, un peuple mélanésien dont les Kanaks sont les descendants, il faut comprendre qu'avant l'arrivée des Européens, les différents groupes Kanaks utilisaient des noms locaux pour désigner leur territoire. Dans cette présentation, nous verrons, dans un premier temps, la colonisation et ses effets, dans un second temps, les origines du conflit, et enfin, la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. La colonisation, quand et pourquoi a-t-elle eu lieu? Comment s'est-elle faite? Et enfin, la population aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Commençons par quand et pourquoi. Selon Wikipédia, la découverte de la Nouvelle-Calédonie, on peut s'étonner du terme découverte, sachant que des hommes habitaient déjà, des êtres humains, habitaient déjà sur cette terre. Mais la découverte a été faite par James Cook, explorateur britannique, en 1774. Le contact entre les populations autochtones et les Occidentaux s'est fait particulièrement à partir de 1820, avec des marins et des négociants, notamment des marins qui étaient là pour la chasse à la baleine. Ensuite, il y a eu des évangélistes, notamment de la Grande-Bretagne, à partir de 1840. C'est alors que sont apparues les premières conversions au catholicisme ou, au choix, au protestantisme. Il y a eu un véritable choc des cultures entre les cultures mélanésiennes ou lapita présentes au préalable, qui étaient des civilisations qui travaillaient avec plutôt des outils en pierre, et les nouvelles cultures apportées par les Occidentaux. Cela a mené l'arrivée d'outils en fer, l'importation d'animaux tels que les porcs, et également l'importation de l'alcool ou de microbes qui ont eu raison de nombreux Kanaks. Selon Wikipédia toujours, pourquoi la colonisation a-t-elle eu lieu? Eh bien, il semblerait qu'il s'agit de Napoléon III, dit Napoléon Louis Bonaparte, qui choisissait pour la France d'avoir une présence dans le Pacifique, de le faire de manière très particulière, c'est-à-dire avec des colonies pénitentiaires, le tout pour exploiter les ressources. Il s'agissait par conséquent, pour la Nouvelle-Calédonie de devenir française le 24 septembre 1853. Charles Guillain est la principale raison du comment. En effet, Charles Guillain a été nommé gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en 1862. C'est lui qui posera les bases de l'indigénat, que l'on pourra retrouver en Algérie également. Mais cela met en place, au niveau de la Nouvelle-Calédonie ou de la Kanaki, des réserves autochtones, des chefferies, puis des districts. Les personnes qui seront ramenées via Charles Guillain ou tout simplement via la France vers la Nouvelle-Calédonie sont des transportés, des délinquants criminels résistants ou des prisonniers politiques. Le dernier, arrivant sur place en 1931. Depuis 1946, la Nouvelle-Calédonie bénéficie du statut de territoire d'outre-mer, et ce jusqu'à 1983. En effet, à partir de 1945, le code de l'indigénat est abandonné. À ce moment, la Nouvelle-Calédonie figurera sur la liste des territoires non autonomes, c'est-à-dire les territoires à décoloniser selon les Nations Unies. Elle figurera de 1946 à 1947,
le temps que la France la fasse valoir comme territoire de l'outre-mer. Néanmoins, les Kanaks pourront obtenir le droit de vote, contrairement au Code de l'indigénat, en 3 temps. À partir de 1946, où seuls 267 Kanaks auront le droit de voter, et ces 267 Kanaks seront plutôt des chefs de tribu. Puis en 1951, où 60% de la population en âge de voter obtiendra le droit de vote. Et enfin en 1957, où tous les Kanaks pourront se prononcer à partir de l'âge de 18 ans. Il y a également à noter le boom du nickel et la naissance de l'Union calédonienne. Il est important de noter que l'Union calédonienne naît d'une partie du peuple qui a été tout simplement sous influence catholique et d'une partie du peuple qui a été sous influence protestante. C'est particulièrement intéressant à noter vis-à-vis de la création du FLNKS plus tard. Qu'en est-il de la population aujourd'hui? Eh bien, la population de la Nouvelle-Calédonie ou de la Kanaki aujourd'hui, selon Wikipédia, se compose à 40% de Kanaks, les descendants du peuple autochtone, à 27% de Caldoches, les descendants d'exilés, de colons, installés avant 1998, et à 33% d'autres populations telles que les Polynésiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les métropolitains aux oreilles, les Français et autres groupes ethniques. Nous allons maintenant vous parler un peu de ce conflit qui fait la une ces derniers temps. Quelles sont les origines de ce conflit? Eh bien, nous allons vous parler du racisme et des événements de 84 à 88. En effet, si l'on présente le racisme aujourd'hui comme étant un racisme anti-blanc, j'aimerais que l'on s'interroge sur les sources de ce nouveau racisme dont il est question. Ensuite, je vous parlerai des accords de 88 et de 98 qui ont permis de réinscrire, du moins depuis 86 aux Nations Unies, la Nouvelle-Calédonie comme un territoire non autonome ou comme un territoire à décoloniser. Enfin, je vous parlerai du statut de la Nouvelle-Calédonie qui est particulier et devait s'installer jusqu'à 2018 uniquement. Quelles sont les origines du conflit? Une des grandes origines du conflit, c'est le racisme. Le racisme qui se base sur l'indigénat et l'apartheid qui était en place avec les réserves. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une appropriation des terres et des révoltes qui ont suivi à cette appropriation des terres. Pour approprier les terres, les colons n'hésitaient pas à brûler les taraudières ou à brûler tout simplement les plantations d'ignames. En effet, les locaux n'exploitaient pas la terre de manière occidentale, mais se contentaient de peu, à savoir de ce que leur donnait leur taraudière et leur but afin de cultiver des ignames. En 1878, nous avons la première guerre de décolonisation, dirais-je, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il s'agit d'une guerre entre les animistes et, je dirais, les croyants monothéistes. En 1878, c'est la guerre d'Ataï. La guerre d'Ataï, en fait, ce sont les Kanaks qui se révoltent contre ces attaques contre leurs terres et l'appropriation des terres par les colons. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, 2025 soldats kanaks étaient envoyés au front. En 1917, pendant cette même Première Guerre mondiale, nous avons Noël de Tianmu, nous parlons ici de tribus, qui se retrouvent à nouveau à faire une révolte. En effet, il s'agit de préserver la coutume, la culture et la notion du temps que peuvent avoir les Kanaks. Néanmoins, malgré toutes ces révoltes, en 1972, nous avons la lettre de Pierre Messmer. Et cela vous sera lu plus tard. Mais je vous invite déjà à aller découvrir, un peu par des vidéos, notamment de striptease ou de Lina, ce qui se passait en Kanaki.
Voilà un peu des exemples de racisme, donc trigger warning, s'il vous plaît. À partir de maintenant, il y aura des événements qui peuvent vous gêner, ou des propos qui peuvent vous gêner. Vous habitez dans un pays du Pacifique. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont réellement vos ancêtres, les Gaulois? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Comment vivaient-ils, les Gaulois? Comme des sauvages. Donc, comme vous autres, hein? Oui. Dans quoi? Dans les forêts. Dans des forêts. Et puis, encore, comment appelait-on leur maison? Des huttes, pas des huttes. Elle a dit comme ça, moi, toi t'es viré. Et moi j'étais comme ça. J'ai dit comme ça à elle. Tu sais, quand tu m'as dit que je suis virée, mais je n'ai rien à foutre. Hein. Vaut mieux que j'allais trouver du travail ailleurs que de travailler là. Parce que c'est bon que je pars d'ici pour trouver du travail ailleurs. Si je travaille toujours là, au final, je vais astiquer elle dans le, dans le bureau. Hein. J'ai dit carrément à elle, j'en ai marre. Hein. Il y a des patronnes qui sont propres, il y a des patrons aussi qui sont sales. Nous, on est gentils avec eux, mais eux, ils prennent pour les imbéciles. Courage, tu vas toucher ta paix. Ils m'ont pas payé. Mais combien tellement? Lui, il m'a pas payé. 12. Vendredi 12. Ah, c'est déjà payé. Non, maman nous paye toujours le premier, mais là... Ah, t'as pas payé? On m'a pas payé, c'est trop. Il sait que c'est la fin du mois, il faut me payer. Ben tiens. Il demande. Faut qu'il te paye. Hein. 7 ans, je suis avec lui. 7 ans avec lui, 4 ans avec Raymond. Je suis là. Tu réclames, hein, il faut pas te laisser faire, hein, tu réclames. Ouais, Mais c'est la première fois que tu fais ça? oui, mais c'est de ma faute aussi. Ah ouais? Tu demandes, tu dis que tu as besoin, puis c'est tout. Mais je lui ai dit, ben, tu sais, ta paye, tu peux toujours attendre. Ouais. Dis donc. Alors lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, lui, pas moi. C'est bien les caldoches, qu'est-ce que tu veux. Nous, c'est les bétails, c'est juste. Il dit, mais toi, tu te sers de moi, toi. Moi, je suis pas ton bouche-trou, moi, je suis pas ta roue de secours. Ouais, tu m'as emboucané. Il dit, c'est ça qui t'a emboucané. Moi, ça y est, j'ai arrêté de travailler. Ils m'ont donné congé. Ça craint le problème. Oh, puis je veux bien arrêter parce que... Ils ont dit que je suis pas sérieuse. Ben tiens, bon, mais écoute, c'est pas parce qu'il veut... Il veut faire des petits trucs avec moi, mais comme ça marche pas. C'est ça que tu as quitté. Moi, j'étais voir l'inspecteur du travail. Ah ouais? Ouais, mais oui, il faut que tu vas voir pour les... papier, comme quoi, moi, je peux toucher chômage. Hein. Il m'a dit seulement de partir, c'est tout, qu'il n'a plus besoin de moi. J'ai dit, ah bon. Il dit, oui, parce que tu n'es pas sérieuse, tout ça. J'ai dit, je ne suis pas sérieuse, c'est parce que je voulais plus coucher avec toi, c'est ça. Je ne veux plus. Mais c'est ça que... Tu veux me prendre pour une conne, moi, je ne suis pas une conne. Moi. Bah, c'est ça. Je suis pas une pute, quoi. Ah, dis donc. Puis tu sais, lui, il me paye 400 francs de l'heure, alors que c'est 550 de l'heure. Ouais. Mais Ouais, bon, ouais. c'est pas qu'il m'a volé, mais il vole la cafate. Voilà. Voilà. Ah, moi, je lui ai dit, après, il me dit comme ça, si tu as besoin de travail, ben, tu viens me voir encore, à la PCI, tout ça. C'est lui qui a dit ça? Ouais. Il va te faire foutre, je rentre chez moi, je suis heureuse, ça m'arrive. Oui, t'as qu'à aller chercher mes soeurs pour travailler pour toi, parce que comme tu téléphones tout le temps, t'as qu'à leur dire de travailler pour toi. Je dis oui, mais c'est qui va t'acheter? Tu travailles pas, c'est qui va t'acheter des cigarettes, tout ça. Mais je vais aller faire ma pute pour aller acheter des cigarettes, tiens. Juste pour le faire chier. Ah là là. Et mais je sais pas si tu connais le vieux caldoche qui est en haut là. Oui, Le vieux c'est... qui marche comme ça. Là. Oui. Et il est en train de me draguer tout à l'heure. Oui, oui, je connais bien parce qu'avant, quand j'ai amené toujours le petit à... Ouais. La petite avant. T'es après, mariée? c'est J'ai le dit, petit. non, je suis pas mariée.
T'as un mec? Il dit non, j'ai pas de mec. Tu veux plus faire l'amour? J'ai dit oui, je veux plus. On a dit quoi? Mais elle a quoi? Elle a mal ou? Elle a chaud, quoi. Il y a une femme. Sa femme, Mais sa femme est partie en ville. Puis lui, il m'a donné rendez-vous pour mercredi prochain. Là. Je viens à 8h, 8h30. Si je vois la voiture, c'est pas la peine de rentrer. Mais si la voiture, elle n'est pas là, je vais rentrer. Je dis, mais on va faire quoi? Ben, si tu as besoin de sous, ben, tu vas coucher avec moi, comme ça. Si tu vas me donner combien? Ben, 10 000 ou 20 000, ça dépend. Ça dépend des... Ah, mes vieux cons! Saleté, là. J'ai dit oui, ok, mercredi prochain. Coucher avec lui pour donner 10 000 francs. 10 000 francs ou 20 000. Il dit, tu peux torcher ton 10 000 francs. Tu réponds? Il dit, ben, foute là où je pense, t'es 10 000 francs. Pardon. Mais c'est vrai, il tombe en couille, ce vieux con. Tu sais, un machin qui marche tout courbé comme ça. Oui, il va toujours à côté. Il y a Tu sais, des vieux comme ça, mais ils vont dire que moi j'ai violé les vieux. Les vieux alors. Mais Ils sont toujours comme ça, ils sont en chasse. Quoi ça chien? Avant, c'est Marie qui a travaillé là. Quand j'arrive ici, elle est déjà là-bas. Ah, mais comment ça se fait qu'elle a quitté? Mais c'est voilà, elle a demandé pour monter. Le vieux veut pas. Ouais, peut-être qu'il faut monter Lui aussi. lui aussi. Comme ça, il va monter la paye. Mais c'est comme ça, les vieux. Arrête. Ça Ben craint. oui, ben si tu as monté moi, ben c'est... La paye. Ça, c'est... Voilà. Au lieu que c'est 40 000 par mois, ben c'est 90 par mois. Oh là là. C'est ça. Non, mais c'est con. Je pense que c'est un vieux Calédonien. C'est un caldouche, oh là là, rien qu'à voir la tête, l'accent, sa façon de parler, je sais que c'est un caldouche. Parce Les métros sont pas comme ça, les métros. Caldouche de merde. Ils me font chier, ça. Pardon. Ça, c'est le magasin que je vais vendre. C'est le mec qui va acheter ce magasin. Tout ça, à partir de là, c'est chez moi. Ça. Tout ça. Tout ce magasin-là. Là, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est une ancienne boulangerie, ça, voilà. C'est à moi aussi, ça. Et là, j'ai loué, les gars, ils font une menuiserie dedans. L'appartement aussi, à côté, c'est à moi. Là, ici, il y a un terrain vague, là, c'est à moi aussi. On va arriver à côté de la mairie, là. Tout ce terrain vague, là, c'est à moi. C'est mon magasin, là aussi. Celui qui tourne, là. Boucherie, station essence. Voilà, tout ça, là, ça m'appartient aussi. C'est un ancien magasin que j'ai acheté. C'est un gars qui me faisait concurrence. Alors, j'ai acheté, j'ai fermé. Là, c'est tout. Ma politique à moi, c'est d'acheter le magasin et le fermer. Dès qu'un gars m'embêtait, j'achète le magasin et le fermer. Comme ça, il n'y a plus de concurrence. Ah, ça aussi, c'est à moi, là. Parce qu'il y a un gars, il devait faire un magasin ici, là. Alors moi, j'ai acheté le terrain pour bloquer. Voilà, ça, c'est à moi, ça. C'est le beau, ça. J'ai toujours voulu faire commerçant. Faut aimer commerçant. C'est un don. C'est un don. On va piquer des mecs, hein. Le mec est enterré, pour l'enterrer encore plus. Ça, c'est la propriété où je fais de l'élevage de bovins, l'élevage de porcs. Après, je repasse à la boucherie, quoi. À partir de là, c'est ma propriété, ça. Propriété, un peu de plaisance, on vient à la chasse. Mais moi, quand c'est pas un grand terrain, j'ai que 100 hectares. Hein. Voilà mon ancien bateau, là. Je l'ai vendu à lui. C'est à moi le bateau. Là. Putain, c'est quoi un canard? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendance, c'est pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment qu'il n'y aura plus de blancs? Depuis 84 et tous les enfants sont partis. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un colon, il n'y a plus rien. La vallée elle est vide. Ah non, c'est malheureux quoi. L'administration achète et il redonne au Kanak, le Kanak abandonne. Non, moi je suis pas contre, hein. Qu'ils prennent, qu'ils leur donnent, mais moi ils continuent à travailler, qu'ils continuent à garder ce qui a été créé, quoi. Mais malheureusement, c'est qu'ils détruisent tout et ils refont pas. Le problème il est là. Vous leur donnez une propriété en valeur. Vous retenez 6 mois après, ils ont démonté les tôles, ils ont vendu les tôles, ils ont partagé les tôles, ils ont bouffé les cochons, ils ont bouffé le bétail, et puis il n'y a plus rien. Le problème il est là.
Ils ne sont pas capables de garder ce qu'on leur donne. Je dis que les Kanaks d'avant, ils étaient moins bêtes que ceux de maintenant et plus courageux. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Parce que les Kanaks d'avant, ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient rien, mais ils travaillaient. Ils avaient leur usine à café, ils avaient leur bateau pour la pêche, ils avaient l'élevage de porc, ils avaient leur poules, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leur tarot, leur machin, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées, hein. Ils ont honte de travailler devant les autres. Ouais. Bah, ils ont honte de travailler. Bah, le nombre d'ouvriers qui viennent, et puis dès qu'ils voient qu'il faut prendre une pelle, une pioche, il reste quoi, 1 heure? Ils viennent même pas chercher leur heure de travail, hein. On les revoit plus. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein, c'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. C'est comme ça. Hein. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après, on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, ben, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'affermer. Hein. Mais c'est comme ça que je vois ça. Hein. Qu'en penses-tu, cher ami? Bon, moi, je vais prendre ma retraite, alors tu sais ce que ça arrive. On ira sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, là, tu vas te faire astiquer par les Arabes. Hein? Des radins. Il peut plus bourrer. Ouais. La pilule comme ça là. Donne ton cul, toi, si tu vas voir. Tu veux essayer? Eh, viens. Hey, là, tous les Italiens vont toujours manger les spaghettis. Ça plus... Moi, j'ai toujours dit, avant l'indépendance, je veux boire un Kanak. Ben, jamais. Ah ben, tu vas voir. Puis même un petit blond aussi. Ah. Vérole. Le gars, il va aller à gauche encore. Casse l'enculé, là. Eh, voilà! Ah, qu'il est blond, il a dit. Il a dit bonjour monsieur, il a dit là. Enculé de blanc. Je vous propose de poursuivre cette vidéo avec la lecture de la circulaire Mesmer de 1972. Le lien est en description, je vous invite à vous y rendre et à lire par vous-même. Lettre du 19 juillet 1972 de Pierre Mesmer, alors Premier ministre, qui écrit à son secrétaire d'État au Dom-Tom. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer, Réunion, devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. Afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone, il conviendrait sans doute de faire réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées. Le principe idéal serait que tout emploi pouvant être occupé par une femme soit réservé aux femmes. Secrétariat, commerce, mécanographie. Sans qu'il soit besoin de texte, l'administration peut y veiller. Les conditions sont réunies pour que la Calédonie soit dans 20 ans un petit territoire français prospère, comparable au Luxembourg et représentant évidemment, dans le vide du Pacifique, bien plus que le Luxembourg en Europe. Le succès de cette entreprise
indispensable au maintien de positions françaises à l'est de Suez dépend, entre autres conditions, de notre aptitude à réussir enfin, après tant d'échecs dans notre histoire, une opération de peuplement outre-mer. Bon, alors à la base j'allais réagir tout de suite, mais je pense que je vais aller me rincer la bouche et je reviens. Bon, je reviens du lavabo et je crois que je vais partir un petit peu en live. Ce sera beaucoup plus simple pour le reste de la vidéo et peut-être serait-ce même un petit peu plus efficace. En tout cas, j'aimerais revenir sur le fait que dans ce texte de Pierre Messmer, nous avons plusieurs éléments qui pourraient nous faire penser au grand remplacement, n'est-ce pas? Je veux dire, le terme colonie de peuplement, puis l'utilisation du terme immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer, Réunion, et cela me touche particulièrement. Puis, à nouveau, dans ce texte, on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants, afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone. Bon, en bref, il s'agit de conquérir la Nouvelle-Calédonie, non par l'acquisition de son peuple à un projet national, mais tout simplement par la conquête ethnique, ni plus ni moins. Pour en terminer sur le racisme, j'aimerais préciser que les Kanaks ont été exposés en 1931 au jardin d'acclimatation du 16e pour l'exposition des colonies. Ils étaient alors dans un enclos avec leur hutte traditionnelle. Si le racisme à l'encontre des Kanaks ne fait plus aucun doute, nous sommes toujours en droit de nous interroger sur les origines du conflit actuel. Eh bien, de 1984 à 1988, la Nouvelle-Calédonie ou la Kanaky a connu ce que l'on appelle les événements. En effet, ces événements ont eu lieu suite à l'avenir du territoire calédonien, qui était devenu territoire d'outre-mer en 1946, et qui a autorisé les Kanaks à voter pour la totalité de la population à partir de 1957. Cela a permis aux Kanaks de se politiser et d'avoir des revendications pour leur territoire. En 1988, il y a eu la prise d'otage d'Ouvéa, qui a été une prise d'otage particulièrement violente avec la mort de 3 gendarmes et l'éradication simple des Kanaks sur place avec du napalm. Bon. Nous reviendrons là-dessus a posteriori, mais ces événements ont connu une solution, dirons-nous, diplomatique à travers la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, les représentants du RPCR et du FLNKS. Cette poignée de main vient célébrer l'accord des loyalistes et des indépendantistes dans le cadre de l'accord trouvé en 88. Il faut également noter que cela permettra à la Nouvelle-Calédonie d'être réinscrite à partir de 1986 à la liste des territoires non autonomes ou des territoires à décoloniser. Apparaît. Venons-en à l'information politique essentielle du jour, donc l'accord signé à Matignon sous l'égide du Premier ministre entre les indépendantistes et les anti-indépendantistes sur l'avenir du sort de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Rocard a donc gagné en quelque sorte son pari. Il avait promis d'arriver à cet accord en 15 jours. C'est chose faite. Cet accord ne règle pas tout, mais il constitue quand même une bonne base de départ en 3 points. Et il met en tout cas fin immédiatement à l'application du statut Pons, statut qui était en œuvre, lui, depuis décembre 87. Émilie Rafoul. Qui aurait pu imaginer une telle poignée de main il y a tout juste 1 mois et demi? Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur ont négocié toute la nuit avec Michel Rocard pour parvenir à un accord en 3 points essentiels.
1. L'administration calédonienne retourne sous l'autorité directe de l'État français, et ce pour une période de 12 mois. 2. Reste tout de même beaucoup d'aspects en suspens, aucune précision par exemple sur le découpage du territoire en régions fédérales ou encore sur la composition du corps électoral. Mais ce matin, Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou faisaient preuve malgré tout de bonne volonté. Un tout net à Michel Rocard, qui à quelques jours de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée marque indéniablement un point très positif. 1998, la Nouvelle-Calédonie met en place un système unique en France, le corps électoral restreint. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la France, tout le monde ne votera pas lors des prochaines consultations en Calédonie. Un système hérité de l'accord de Nouméa, signé en 1998, 10 ans après des affrontements entre pro- et anti-indépendance. 2 objectifs, atténuer le poids électoral des nouveaux arrivants lors des élections provinciales et donc mieux représenter les Kanaks, peuple autochtone de l'île. Seules certaines personnes, remplissant des critères très précis de résidence sur l'île, peuvent voter à ces élections. Il y a eu une formule utilisée très précise, c'est dire on ne va pas faire participer à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ceux qui sont simplement de passage en Nouvelle-Calédonie. Une concession faite par les anti-indépendances. Jacques Lafleur reconnaît que le verrouillage du corps électoral peut être difficile à accepter, mais c'était pour lui le prix de la paix. C'est vrai que dans une négociation, il faut faire des concessions. Et cette concession, c'est la seule que nous ayons faite, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est révoltant, mais c'est comme ça. Une exception française pour laquelle la Constitution a dû être révisée. C'est une difficulté par rapport à nos règles de droit habituelles, mais c'est une voie aussi pour dépasser une situation historique qui a été douloureuse. Et parmi la population calédonienne, les réactions sont mitigées. C'est pas juste. Je pense que tout le monde devrait voter. Je dis que c'est une bonne chose parce qu'il y a que ceux qui sont sur le territoire, qui sont directement intéressés, qui peuvent voter. C'est normal. Toute personne qui est sur le territoire, qui vient pour investir, je ne comprends pas que dans 20 ans, elle ne puisse pas voter alors qu'elle s'est bâtie une maison ou une entreprise, on va lui refuser. C'est pas normal. Depuis 1998, ce corps électoral est resté gelé et on estime que plus de 40 000 personnes sont exclues des élections provinciales. À l'issue des accords de 88 et 98, la Nouvelle-Calédonie entre dans le pacte trentenaire en tant que collectivité sui generis. Il n'est alors pas question de Kanaki. En effet, de 88 à 2018, il s'agit de permettre au territoire calédonien de pouvoir se développer avec les Kanaks afin de leur permettre l'autodétermination. Pour ce faire, la collectivité sui generis est un type de collectivité d'outre-mer avec une administration ayant beaucoup d'autonomie. Il s'agit alors d'offrir aux citoyens présents depuis avant 98 sur place, c'est-à-dire les Kanaks et les Caldoches présents installés d'avant 98, d'obtenir un droit de vote sur les 3, j'allais dire principautés, mais c'est pas ça, sur les trois provinces de la région, à savoir la province nord, la province sud et les îles Loyauté. Il y a également comme promesse de faire un référendum sur l'avenir institutionnel, à savoir quel serait l'avenir de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elle deviendrait indépendante? Est-ce qu'elle serait intégrée au sein des territoires d'outre-mer français, voire des départements d'outre-mer français? Ou alors, est-ce que tout simplement elle choisirait une voie entre les deux, une voie d'État-association? Mais je reviendrai sur ce terme un petit peu plus tard. Ce qu'il est important de noter, c'est que ce pacte prévoit évidemment de permettre aux Kanaks de se développer. Cela voit donc la création de l'association de développement de la culture kanak et nous pouvons voir également le centre culturel Jean-Marie Djibaou
nous avons également le développement de politiques de formation pour les Kanaks, telles que les politiques 400 cadres ou cadres à venir. Mais en réalité, plus que des politiques pour les Kanaks en eux-mêmes, il s'agit de politiques pour les nouveaux Calédoniens, à savoir les gens présents depuis avant 98. Toutes ces solutions devraient permettre, en réalité, de transférer les compétences et de permettre aux Kanaks de décider en pleine conscience de leur autonomie ou éventuellement de leur indépendance, voire de leur décision de rejoindre l'État français. Comment en est-on arrivé à la situation actuelle? Eh bien, pour en arriver à la situation actuelle, nous avons eu droit à une population particulièrement divisée, une économie particulièrement ravagée aujourd'hui, et plutôt que dire comment nous en sommes arrivés à cette économie ravagée, puisque nous l'avons vu ces derniers jours, nous allons nous positionner sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Quel est cet avenir? Une population particulièrement divisée. Pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui, il faut comprendre la division entre les loyalistes et les indépendantistes. Il y a pu y avoir sur l'avenir de la Calédonie depuis 2018 3 référendums. Le premier, en 2018, a donné à 56,4% le refus de l'indépendance ou le choix de rester dans l'État français et de rejoindre en tant que territoire ou département d'outre-mer l'État français. Le second a donné 53,26% 2 ans plus tard, en 2020. Et le dernier a été particulièrement boycotté par la population kanak et obtenu 96% pour le fait de rester dans l'État français. Il y a également la question du dégel du corps électoral qui divise particulièrement la population. Car, je vous le rappelle, le corps électoral qui est gelé est ce corps d'électeurs nouveaux calédoniens qui votent pour les 3 provinces, province nord, province sud et les îles Loyauté, et qui sont en réalité uniquement les Kanaks ou les Caldoches présents sur le territoire d'avant 1998. Ce dégel emmènerait en réalité une permission glissante, par exemple, la possibilité pour toute personne présente depuis plus de 10 ans de devenir un citoyen nouveau-calédonien. Cela a emmené à la formation d'émeutes, à de nombreux incendies, mais également à la formation de milices. Et il faut comprendre que la population est réellement divisée. Il ne s'agit pas que d'une population, que d'une division entre Caldoches et entre Kanaks. En réalité, les loyalistes et les indépendantistes sont des deux bords. Parce que si seuls les Kanaks et les descendants de Caldoches sont installés depuis 1998 peuvent voter, sachant que les Kanaks sont 41% de la population de la Nouvelle-Calédonie et les Caldoches 30%, pourquoi le non à la demande d'indépendance l'emporte-t-il? Eh bien, en réalité, c'est que comme dans tous les Outre-mer, et particulièrement dans les Outre-mer où il n'y avait pas de population autochtone, il y a division entre les personnes qui ont été assimilées par la France et les traditionalistes. C'est une situation inacceptable pour une population spoliée et trompée, mais c'est également un risque de perdre des privilèges et un mode de vie pour les autres. En effet, vous pouvez voir des Kanaks auprès des loyalistes protéger des installations, tout simplement dans le but de permettre de conserver leur emploi, car ils ne souhaitent pas tout perdre. Il en est de même, vous pouvez retrouver des Caldoches qui ne souhaitent pas perdre leur mode de vie et leur situation privilégiée par rapport aux autres qui sont une population importée également et qui ne sont ni Caldoches ni Kanaks. Et il y a donc des deux côtés, indépendantistes comme loyalistes, des blancs comme des noirs. C'est beaucoup plus compliqué que cela en a l'air.
J'en viens maintenant au sujet de l'économie. L'économie a particulièrement été ravagée. Nous verrons, à travers les quelques vidéos qui proviennent d'une chaîne YouTube que je mettrai en description, que la plupart des investisseurs et la plupart des personnes qui viennent s'exprimer à propos de l'économie sont évidemment des caldoches ou des métropolitains. Il convient également de s'interroger sur ce que cela signifie au niveau des assurances et au niveau du monde, que la situation de la Nouvelle-Calédonie ou de la Kanaki à l'heure actuelle. En effet, même si la Kanaki obtenait l'indépendance, qu'en adviendrait-il de son peuple et qu'en adviendrait-il de cette économie et de, dirons-nous, ce mode de vie auquel ils ont pu être introduits durant les quelques années où ils ont été français. Nous sommes avec des gens qui, pour la plupart, ont subi des dégâts lors des émeutes du 13 mai dernier et qui représentent aussi des filières qui ont été très touchées. Laurent Jandot, qui est le président de l'Association professionnelle des concessionnaires automobiles. Laurent Vircondelet, qui est président du syndicat des importateurs et de la Fédération du commerce. Et également Dominique Lefebvre, le patron de Biscochoc. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est tous les jours en attente des questions qu'on pose. Principalement nos assureurs, puisque c'est la première base. On a tous les trois été complètement saccagés et brûlés, donc on n'a plus du tout d'outils de travail. Donc l'urgence, elle est là. Et après, on s'occupe du quotidien de nos salariés principalement, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour chaque chef d'entreprise. Et on essaye de remettre en marche les machines avec les moyens qu'on a. Là, depuis quelques jours, on retourne dans nos entreprises, mais c'est juste pour se donner un petit peu de morale, parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de stock. Nous, on a un petit peu de chance, on n'a pas été totalement détruits sur tous nos sites, mais c'est le cas de mon collègue Dominique ou de Laurent. Il n'y a plus rien, quoi. On tourne autour d'un tas de cendres. Alors, les salariés sont inquiets, ils restent mobilisés, ils restent positifs, vous sentez Ils sont complètement positifs. Certains ont participé, ont été très vigilants lors de certaines exactions. Certains nous ont aidés à déplacer des marchandises, puisqu'à une époque, enfin à un moment, les marchandises étaient ciblées par les émeutiers. Et donc, il fallait vraiment se bouger vite pour aller sauver ce qui restait de nos stocks. Les employés ont été extraordinaires et pour vraiment une grosse implication. Ils l'auront encore, mais aujourd'hui, on a des réponses à leur donner. On a beaucoup de questions, mais on n'a jamais de réponse. Du moins, il n'y a rien qui est écrit. On a un peu d'oralité, mais on attend, et aujourd'hui, on est dans une impasse totale, quoi. Et moi, je n'ai plus rien du tout, puisque l'usine que j'avais à Ducos a totalement brûlé, et la nouvelle usine que j'allais lancer en fin d'année a aussi brûlé à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, toutes les activités sont à l'arrêt pendant au moins un an. Aujourd'hui, c'est notre vrai combat qui démarre. Je ne sais pas si c'est un combat, mais en fait, oui, c'est vrai que d'un côté, les assurances nous disent on va vous donner des avances, on va faire ça, puis le lendemain, vous recevez un mail en vous disant il faut tel document et tel document avant de pouvoir toucher une avance. Donc, alors nous aussi, on a perdu notre informatique, on est en train de le restaurer comme on peut. Donc, on n'a plus de documents, on n'a plus rien. Évidemment, les services administratifs ne fournissent pas de documents en ce moment. Je ne sais pas s'ils ont redémarré aujourd'hui. Donc, on est un peu dans la panade. Et puis, ma foi, quand je disais tout à l'heure, on est pour un an à l'arrêt, à condition que je puisse avoir des avances de suite pour pouvoir commander du matériel qui va être livré dans 8 mois, etc. Donc, plus on retarde les avances, moins on redémarrera, puis peut-être qu'à un moment donné, on redémarrera jamais. Il faut juste comprendre ça, quoi. Ça reste un point d'interrogation. Ça reste vraiment un point d'interrogation. Après, un autre point avec les assurances sur des redémarrages d'activités. Vous l'avez entendu dans votre émission il y a une semaine, les assurances n'assureront pas les véhicules tout risque. Elles n'assureront pas les camions, les gros engins de logistique, tout risque. Donc, celui qui n'a plus tout perdu et qui a besoin d'avoir des docks demain matin en location, on ne pourra pas avoir d'assurance de nos stockages, de quoi que ce soit, tant que la sécurité n'est pas revenue en Nouvelle-Calédonie. Donc, qui va nous financer ? Qui va nous faire des prêts ? Les banques ? Non, personne. Puisque si on n'a pas d'assurance tout risque, Laurent est à côté de moi, pour sortir un camion à 30 ou 40 millions,
il faut une assurance tout risque. Donc, comment faire? Bruno Le Maire, quand il donne pas beaucoup de sous, parce qu'il donne pas beaucoup avec ses minima, mais il se souvient quoi de Le Maire? C'est qu'il est venu jusqu'en Calédonie. Il a été en province Nord, Néautine n'a jamais voulu le recevoir. Il est venu ici pour sauver la mine, il a proposé beaucoup d'argent pour sauver les trois usines. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les indépendantistes et le président du gouvernement qui a dit qu'il faut voter le pacte nickel, mais qui n'a jamais réussi à le faire voter? Les indépendantistes, mais pas que, l'ont foutu à la poubelle, ainsi que les troupes de Gomez, à la poubelle. Donc qu'est-ce que vous voulez que le ministre maintenant de l'économie leur donne de l'argent? Mais certainement pas. Oui, voilà. Et puis, je veux redire aussi, parce que j'ai peut-être pas été suffisamment clair, les gens de la CCAT, je le vois bien, ils sont convaincus de quoi? Qu'on les a trompés avec l'accord de Nouméa, parce que l'accord de Nouméa, au bout du compte, c'était l'indépendance, l'accord de décolonisation. Alors pourquoi on leur donne pas l'indépendance? L'accord de Nouméa est fini. Ils sont sur cette ligne aussi. Voilà. Parce que tout le monde a menti. Voilà. On va s'en sortir quand même. La Calédonie ne sera pas comme avant, vous l'avez dit. Ça va être jamais plus. Voilà, mais il va y avoir une sortie de crise. Ah parce que on fait confiance et on va devoir conclure. Voilà, on va devoir conclure et on fait confiance à l'État. Alors ok, il faut continuer à le faire. Mais après il faut rester méfiant, il faut rester sur ses gardes et puis quand même maintenant il faut commencer à dire ça suffit. Alors je parlais de cette pétition au président de la République. Je sais pas s'il y a 20 000 Calédoniens qui signent une pétition, quand même il va regarder de près. Et puis il y a d'autres choses à faire aussi. Mais en tout cas pour l'économie. Parce que ça va quand même être dramatique pour les entreprises, dramatique. Et ça va s'enchaîner. C'est la boule de neige, là. Là, on assiste au départ de la boule de neige. Elle va descendre, puis elle va gonfler. 170 milliards, 210 milliards, 220 milliards. Moi, je suis sûr qu'on va arriver dans cette affaire-là à 500 milliards. Alors, 500 milliards, oui, ça fait beaucoup d'argent. Enfin, la dette de l'État français, c'est 3100 milliards d'euros. 3100 milliards d'euros. Ce qui fait 380 000 milliards de CFP, 380 000, ça reste une pustule, Mais l'État, il a été échaudé avec l'affaire du pacte social, donc c'est fini. Mais c'est le moment, le pacte nickel. Mais je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'avoir une administration directe ou la mise sous tutelle pour avancer, parce qu'ils ne feront jamais avancer. La CCAT veut tout bloquer jusqu'au bout du bout pour obtenir satisfaction, donc il n'y a plus rien qui peut avancer. Voilà. C'est le moment de faire jouer le quoi qu'il en coûte. Merci Harold Martin. Je vais donc vous parler, après cette vidéo, de l'avenir, après ces vidéos, de l'avenir particulièrement incertain. Plutôt que de reprendre ce qui est écrit sur la slide, à savoir qui va reconstruire, quelle discussion possible, rétropédalage sur le dégel, nouveau référendum, quelle structure et quel statut, je préférerais vous interroger sur la situation en France de manière générale. La situation en France de manière générale nous permet de nous interroger sur ce que nous souhaitons, notamment vis-à-vis des nouvelles législatives à venir, pour la politique extérieure. Bien entendu, c'est le président qui est responsable de la politique extérieure. Mais pouvoir s'exprimer vis-à-vis de positions extrêmes qui, dans un cas, reconnaissent la Palestine, dans l'autre cas, non, ou dans un cas, reconnaissent le combat des Kanaks pour l'indépendance et dans l'autre cas non, me semble être un point particulièrement intéressant pour les Français qui s'intéressent à un avenir peut-être pacifique avec les Outre-mer. Du moins, est-ce ce que je souhaitais vous soumettre pour cet avenir de la Nouvelle-Calédonie, où je pense que le peuple a bien suffisamment souffert et mérite aujourd'hui de connaître le respect qui lui est dû et qu'on lui rende son autodétermination. Alors, bien entendu, même si je reconnais que ce serait très compliqué pour la Nouvelle-Calédonie d'obtenir son indépendance, de devenir la Kanaki, à proprement dit, il serait tout à fait possible d'envisager, pendant un temps, avant d'obtenir l'indépendance totale, de passer par un statut d'État-association. Je souhaitais vous dire, comme d'habitude, dans Sakouillage le mot, avant mettre le roche si nous te care, peut-être faut nous commencer à malheur dans nous dire. Faut pas n'expliquer à autres. Ça a été grec.